Samedi 10 juin 2023, nous entamons ce matin notre chronique hebdomadaire avec l'invité qui n'est autre que M. Ombe Nyamombeza. Bonjour, frère Ombe. Bonjour, monsieur l'ambassadeur et bonjour à tous nos auditeurs. Bien, je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne La Voix des Grands Lacs, la voix des Ouazalènes de la région des Grands Lacs, parce que nous devons tous nous mettre ensemble, créer une synergie pour défendre notre territoire et bouter dehors tous ceux qui se donnent à la prédation et qui tuent nos populations. Une fois encore, bienvenue. En tout cas, bienvenue, cher Aîné Mzalendo. Voilà, Tuko Wazalendo, si c'est Tuko Wazalendo, avec le Mzalendo principal qui est Ombe Nyamombeza. Vous savez qu'il est mis sur sa chaîne précisément, Ombe Nyamombeza, la chaîne YouTube qui est aujourd'hui une des plus regardées quand même et qui est la plus suivie, dont les analyses construisent l'opinion de notre région, de nos populations. Que ce soit au Congo, que ce soit au Rwanda, que ce soit au Burundi et ailleurs où on parle le Kinyarwanda, le français, le Lingala, le Mashi et les autres langues de la région. Que l'animateur de cette chaîne, Ombe Nyamuzalendo, voilà, je vous appelle Muzalendo, Ombe Nyamombeza, parle parfaitement. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est notre chronique hebdomadaire. Alors, pour commencer, avant d'entrer dans le thème principal, je vais vous inviter à aborder ou à survoler l'actualité de la semaine, parce que vous avez fait des émissions chaque jour sur ce qui se passait à Goma, dans le Nord Kivu, à Kinshasa, en Centrafrique d'ailleurs, sur les frontières avec le Congo, et à Brazzaville, toujours dans la même logique de retracer un peu tous ces éléments qui peuvent nous faire croire que dans les pays voisins, il y a une sorte non pas de trahison, mais de complot contre la RDC, contre la souveraineté de la RDC. Il y a aussi des pays, bien sûr, plus lointains, des grandes puissances qui ont marqué leur France pendant cette période-là. Est-ce que vous pourriez, frère Ombe Nyamombeza, nous retracer cette actualité résumée, bien sûr, bien résumée, et puis ensuite nous entrerons dans le vif du sujet sur le thème principal que nous dévoilerons tout de suite après. Eh bien, merci encore une fois, monsieur l'ambassadeur. Je dis encore une fois bonjour à nos auditeurs qui nous suivent dans ces lives, mais aussi à ceux-là qui trouveront important de nous suivre même après ce live. Eh bien, comme vous me le demandiez tantôt, de faire un petit tour de l'actualité hebdomadaire de la région et de la sous-région. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup plus intéressant car il y a eu en tout cas des choses en quelque sorte dans ses formes ou bien dans leur forme un peu bouleversantes, mais aussi de choses beaucoup plus intéressantes dans la région et plus particulièrement en République démocratique du Congo et au Rwanda. Le Rwanda, un pays voisin, bien sûr, de la République démocratique du Congo, mais qui s'étire aussi de ficelle. Et alors, en tout cas, en passant, je voulais dire qu'au Congo, au courant de la semaine, il y a eu deux sujets qui ont marqué, en tout cas, l'information hebdomadaire. Même dans la vie politique du pays aussi. Et ici, je voudrais citer l'affaire Salomon Kalonda Idi. Salomon Kalonda Idi, qui est le conseiller spécial, mais aussi conseiller particulier de M. Moïse Katumbi Chapwe. Moïse Katumbi Chapwe, qui n'est pas étranger ou étranger à nos auditeurs, c'est un sujet politique qui a même travaillé comme gouverneur de la province du Chaba, autrement appelé Katanga, pendant des années. Il est un demi-millionnaire de Congolais, mais qui s'est lancé aussi dans la politique, dans les affaires politiques de la République démocratique du Congo. Et alors, vous savez bien que M. Moïse Katumbi
se trouve dans un groupe d'opposants, dont M. Martin Fayoulou, M. Deli Sesanga, M. Matata Mapon Pogno, ex-premier ministre du gouvernement de M. Joseph Kabila. Et alors, c'est un groupe qui, pendant des semaines passées, ont organisé des marches, des sittings dans la ville de Kinshasa. Bien sûr, derrière eux, un fardeau politique, mais qui n'a pas été bien exploité quant à ces sittings et marches organisées dans la ville de Kinshasa. Et maintenant, dans ces sittings et marches organisées à Kinshasa, Monsieur Salomon Idi Kalonda, on l'a vu en tout cas porteur d'une arme à feu, un pistolet quoi. Et voilà que quelques jours après, comme il devait rentrer, il devait se retirer vers Lubumbashi avec son patron Moïse Katumbi, il a été interpellé par la justice congolaise, je veux bien dire, parce que c'est l'ANR avec la police qui l'ont interpellé. Et maintenant, aujourd'hui, il est poursuivi par la justice et derrière lui, en tout cas, de graves accusations. C'est ce qui a en tout cas inondé en quelque sorte le média congolais au courant de toute la semaine. Mais à ceci, au Congo, s'ajoute aussi le dossier Kabila. Kabila, n'est-ce pas, qui a aussi envoyé des émissaires un peu partout en Afrique à aller rencontrer le président africain. Même ces émissaires sont passés par Kigali avant de descendre à Pretoria. Et alors, on soupçonne à Kabila de vouloir aussi déstabiliser le Congo pour que le Congo ne puisse pas organiser les élections qui doivent se tenir le 20 ou le 23 décembre de cette année. Il travaille désormais, il est soupçonné d'organiser même des groupes armés, je peux le dire. On le soupçonne aussi d'être en connivence avec le RDF M23, mais écoutez, avec la tension grandissante qui existe désormais entre Kigali et Kinshasa, il est inconcevable que en sa qualité d'ancien président du Congo, qu'il puisse envoyer des émissaires au Rwanda plaider, n'est-ce pas, pour la situation insécuritaire qui prévaut au Congo. Mais aussi, je ne peux pas terminer ce qui a inondé le média hebdomadaire de la RDC sans autant citer aussi le passage du diplomate, donc le secrétaire général adjoint de l'ONU. Ici, je cite M. Jean-Pierre Lacroix, qui a visité la province de l'Ituri, au Nord Kivu aussi, parce que dans les salons diplomatiques du Congo, comme de l'ONU, il se discute le retrait de la MONUSCO. La MONUSCO qui est là au Congo depuis des années, avec toutes les nationalités confondues au sein de son contingent. Elle est là, la MONUSCO, avec des armes, elle est là, la MONUSCO, avec toutes ses possibilités, mais tout ce qui manque toujours au Congo et à l'est du Congo, c'est la sécurité. Eh bien, je pourrais en dire tant, mais laisse-moi m'arrêter par ces trois choses au Congo, mais je vais aussi vous citer au Rwanda. Au Rwanda. J'aimerais, avant de poursuivre, hein, puisque vous avez parlé de l'affaire Kalonda, j'aimerais ajouter qu'il ne s'agit pas seulement d'import d'armes illégales, non autorisées. Après enquête, après lecture de tout ce qui se trouve sur son téléphone, sur l'ordinateur, l'ANR, les services secrets congolais se sont rendus compte que ce monsieur avait des contacts réguliers avec le général Kabarebe, avec plusieurs autres autorités rwandaises, mais aussi avec le M23. Qui occupe une partie du territoire congolais, alors qu'il est conseiller quand même d'un chef d'une partie de l'opposition. C'est cela surtout qui est grave. Hein. On peut porter une arme par erreur, mais lorsqu'on est en contact régulier, lorsqu'on transmet des informations ou des renseignements à une puissance étrangère qui occupe comme par hasard le Nord Kivu
eh bien, ça devient, on en parlera peut-être, mais ce n'est pas le sujet du jour. C'est une affaire judiciaire, nous l'avons dit. Avançons, poursuivez votre présentation et survol de l'actualité. Et c'était juste pour quand même ajouter une profondeur judiciaire de l'affaire Salomon Kalonda. En tout cas, merci de ces compléments, messieurs l'ambassadeur. Moi, je ne faisais que passage, pensant qu'on va en tout cas avoir le temps d'y revenir, en tout cas, parce que tout ce que vous dites est vrai. Et il y a même d'autres choses qu'on n'a pas encore citées sur ces dossiers ici. C'est pourquoi il y a eu même une perquisition qui a été organisée au domicile de messieurs Kalonda Salomon, même au domicile de sa maman à Lubumbashi. Il y a une perquisition qui se fait aussi en Ngaliema, là où se trouve le domicile de monsieur Moïse Katumbi Chapwe. Eh bien, donc, c'est un dossier qui est en train de se construire pour de poursuites judiciaires et on en fera en tout cas un bon point à des moments opportuns. C'est une chose qui est déjà lancée, qui ne va pas se stopper. Mais je pense, comme on l'a constaté dès le début, c'est un dossier qui va mettre à jour beaucoup de secrets avec ce contact régulier, ces communications régulières entre le M23, entre deux acteurs militaires du M23. On cite un certain général rwandais Karouretwa, on cite un certain général Alex, on cite un proche, un très proche alors du général Makenga. Ici, on a cité aussi de contact avec l'ex-président d'IM23, donc Jean-Marie Runiga, ainsi de suite. Donc, on aura le temps d'en faire un détail beaucoup plus élaboré. Mais alors, comme je le disais au Rwanda, vous savez qu'il y a en tout cas de bruit de bottes qui sont signalés, bon, ou bien que nous avons constaté depuis plus d'une année, le Rwanda a fait ses invasions, ou bien sa énième invasion, encore une fois, au Congo. Il y fait de désastres, en tout cas, de massacres de personnes, de pillage de ressources naturelles, mais aussi de pillage de biens de simples citoyens. Mais ici, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que la peur a changé de camp. La peur a changé de camp que l'armée rwandaise, ou bien je vais dire le patron du RDF, M. Paul Kagame, ne se trouve plus en tout cas dans sa peau à l'accoutumée, parce qu'il se définissait toujours comme l'homme fort de la région, l'homme fort de l'Afrique. J'ai dit bien l'homme fort militairement, comme il l'a toujours dit, il l'a toujours brandi soi-même. Mais voilà que, comme cette guerre, il y a un journal même qui l'a dit que la guerre infligée aux Congolais par le gouvernement rwandais de M. Kagame devient désormais un fardeau insupportable pour Kagame lui-même, du point de vue financier, du point de vue ressources humaines au sein de son armée, et c'est ainsi qu'il se trouve que Kagame a eu de l'information que son armée est désormais divisée quant à cette guerre qui n'a que plus duré, qui n'a que duré de plus, donc très longtemps. Donc, les officiers de M. Kagame sont désormais divisés. Et ceci lui a amené maintenant à un remaniement du corps militaire des RDF. En tout cas, il a changé des officiers, il a nommé des officiers, il a même licencié ou révoqué d'autres officiers. Peut-être qu'on aura le temps d'en parler beaucoup plus, mais j'ai aussi, oui, dire l'information à ma disposition, mais parle même déjà à des poursuites judiciaires parmi ce corps militaire. Mais pas seulement ça, il y a déjà ceux-là qui ont déjà trouvé refuge dans deux pays voisins, je ne veux pas les citer tout de suite là, mais en tout cas au Rwanda,
ça ne va plus, ça ne va plus. Donc, le remaniement du corps militaire rwandais, il y a aussi quelque chose qui s'est vécu depuis avant-hier, ça poursuivi hier et à l'heure où nous vous parlons ici. Ceci, il s'agit de la visite imprévue du général James Kabarebe, qui est le conseiller spécial aussi du président Paul Kagame. Il est parti en visite imprévue à Bangui, en République centrafricaine. Mais il y a eu aussi le sens inverse de la visite du président Archange Touadéra de la République centrafricaine, alors que Kabarebe se rendait à Bangui, Touadéra, au même moment d'une façon simultanée, se rendait aussi à Kigali. Et comme Touadéra se rendait à Kigali, il y a eu une rencontre tripartite à Kigali, on va en parler bien sûr. Donc, une rencontre Touadéra, Paul Kagame, mais aussi une délégation du ministère de la Défense française. Pourquoi ce tripartite à Kigali? On aura le temps de le partager. Mais aussi, comme je le disais, je m'excuse, je vais aussi énoncer la visite de M. Jean-Pierre Lacroix, qui est le vice-secrétaire général de l'ONU, qui est chargé des opérations de maintien de la paix. Parce qu'il a discuté avec le corps diplomatique congolais du retrait de la MONUSCO sur le sol congolais, cette MONUSCO qui est là depuis plus de 2 décennies, bientôt 3 décennies, mais qui a raté à sa mission alors. Voilà un peu de mots, d'une façon synthétique, ce qui a caractérisé en tout cas l'information via le média hebdomadaire dans la région, beaucoup plus particulièrement au Congo comme au Rwanda. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai ajouté 2 petits éléments qui permettent aux uns et aux autres de comprendre la profondeur de certaines informations que vous avez données, à savoir qu'un certain brigadier général Patrick Karoulé III a été en contact avec M. Salomon Kalonda et donc avec M. Katumbi. Ce général est un ancien de Goma. Il est d'une famille j'allais dire, de personnes influentes. Son père était un avocat, son père était un grand businessman à Goma. Ils avaient un cabinet probablement le plus important à Goma, jusqu'en 1994, jusqu'avant, lorsque un de ses enfants a rejoint le FPR. Et en même temps, le général Karoulé III est le chef de ce qu'ils appellent la coopération militaire internationale. C'est ça ses fonctions au Rwanda, c'est-à-dire c'est un diplomate militaire qui est chargé justement de prendre des contacts avec des gens dans les pays voisins et ailleurs. C'est l'équivalent d'un ministre, mais côté militaire, chargé d'espionner, chargé de placer ses pions dans les pays voisins, et notamment dans la ville où il a passé toute son enfance et où il a grandi. Patrick Karoulé III, c'est un homme très important dans le dispositif du président Kagame dans la région. Il faut qu'on le dise, ce n'est pas juste un kidam, un général. Non, non, c'est un personnage clé dans le dispositif militaire et diplomatique du président Kagame dans cette région. Un élément aussi à ajouter, c'est que M. Lacroix, comme son nom peut l'indiquer, mais il peut être suisse aussi ou belge ou autre, c'est un Français qui est chargé des opérations militaires de l'ONU, de l'assistance militaire et tout. Donc, c'est le vrai patron de la MONUSCO notamment. Et c'est un poste quasi permanent pour la France d'occuper cette fonction, donc secrétaire général adjoint de l'ONU. Et la France tient à garder ce poste-là. Donc, d'un côté, M. Lacroix, qui vient visiter l'Est du Congo, et de l'autre, la mission militaire française qui se pointe à Kigali au moment où le président centrafricain Archange Touadéra arrive dans la capitale rwandaise.
au même moment où le conseiller du président Kagame, le général Kabarebe, dont on connaît surtout ses anciennes fonctions au Congo, il a été chef d'état-major de la RDC du temps de Mzee Kabila. Il y en a même qui disent en rigolant sans doute hein, qu'il va être le prochain chef d'état-major de l'armée centrafricaine. En tout cas, que c'est lui qui dirige désormais cette armée. Une armée qui est soutenue et qui est de toute façon entre les mains, entre les bras de l'armée rwandaise, qui a une mission militaire internationale de l'ONU à Bangui, mais aussi un contingent relevant de la coopération directe et bilatérale, et où il y a aussi, vous le savez, Wagner. Donc, c'est peu dire, on ne peut pas passer à côté de cet événement. C'est un événement qui présente plusieurs aspects bizarres. Cette coïncidence, ce n'est pas tous les jours qu'on la voit à Kigali, une rencontre de ce niveau. Et je pense que c'est d'ailleurs cette analyse-là que je souhaiterais que vous abordiez, que vous fassiez pour nos téléspectateurs. Qu'est-ce que cet événement peut signifier? Avant d'en arriver là, je voulais encore une fois compléter tout ce que vous veniez de dire au sujet de M. Salomon Idi Kalonda, ce conseiller spécial de M. Moïse Katumbi, l'opposant au régime Fachi, le monsieur qui est toujours en contact avec de rebelles, même avec M. Kagame. Donc, il s'est dit qu'il s'est préparé un coup d'État à Kinshasa contre le régime Fachi. Un régime, en tout cas, organisé par tous qui sont derrière cette affaire. Et M. Idi Kalonda, avec son patron Moïse Katumbi, était le noyau de ça, parce qu'avec tout ce qui a été rendu public par l'ANR, qui est l'Agence nationale de sécurité, donc comment le dire, Agence nationale de la sûreté de l'État, quoi. Il sait, puisqu'il voulait renverser le gouvernement de Fachi pour mettre en place M. Katumbi comme président de ces pays-là. Mais comme vous le savez, il y a une loi qui a été proposée par un fils congolais du nom de Noël Tchani, et c'est une loi qui est en étude au Parlement congolais que, n'est-ce pas, la présidence congolaise ne devait désormais se tenir. Bon, pas seulement la présidence, mais aussi d'autres positions beaucoup plus stratégiques du pays, ne pouvaient être tenues que par un fils ou une fille du pays dont les parents sont tous de nationalité congolaise. D'aucuns disent toujours que Moïse Katumbi a un de ses parents, si pas tous les deux, qui ont d'autres origines. D'aucuns disent que le père de Moïse Katumbi est grec, d'autres disent qu'il est italien, d'autres disent, je ne sais pas, patati patata, mais sa mère serait originaire du Katanga, mais il y a de cela qui laisse entendre que la mère de Katumbi serait aussi une Zambienne. Donc, les origines des parents de Katumbi restent douteuses. Ça, c'est un. De deux, en collaboration avec le M23 et le Rwanda, je vais noter que depuis que le Rwanda a agressé la République démocratique du Congo, M. Katumbi n'en a jamais fait mention, n'a jamais pointé du doigt cette agression ou même maudit au sujet de cette agression de M. Kagame sur le sol congolais. Mais M. Katumbi, par l'aval de son conseiller, mais pourquoi pas lui-même aussi en direct, il s'est dit qu'il a été en contact toujours
en tout cas en permanence, avec un certain Ngezi Fred. Ngezi Fred qui est un proche, beaucoup plus actif de M. Sultani Makenga, comme je le disais. Il a tenu des collaborations permanentes, des discussions permanentes avec le bishop Jean-Marie Runiga, mais avec des officiers rwandais, comme vous veniez de le dire, comme moi aussi. Il a été en communication avec Patrick Karuretwa, avec le général, un certain général Ruki, en tout cas, moi, je ne le connais pas personnellement, mais aussi avec un autre général du nom d'Alex, mais aussi avec le fameux ambassadeur Karegeya Vincent. Karegeya Vincent qui a été déclaré personne non grata sur le sol congolais. Karega. Pas Karegeya. Ah non, pas Karegeya, merci de la correction. Karega Vincent, qui était un ancien ambassadeur du Rwanda au Congo, à Kinshasa. Mais la chose aussi qui a en tout cas beaucoup compliqué la situation, on a trouvé que tout ce qui se présentait au sein de l'ensemble, c'est le parti politique cher à M. Katumbi avec tout son clique, alors qu'il préparait des sittings, il préparait des manifestations, il préparait des réunions, toutes ces préparations devaient être envoyées d'abord au général Joseph Nzabamuita du Rwanda pour études profondes et pour que toutes ces préparations soient agréées d'abord par par ce général rwandais Joseph Nzabamuita. Donc, comprenez combien ces gens ont formé déjà une atteinte beaucoup plus profonde contre notre pays, la République démocratique du Congo. Donc, ça, c'était en tout cas en guise de clarifier ce dossier pour que ceux qui n'ont pas eu la chance donc, de le suivre le premier pas, qu'ils sachent au moins, qu'ils en sachent au moins quelque chose, parce que si on aura à l'aborder encore, soit aujourd'hui ou dans l'avenir, qu'ils en ont au moins une certaine introduction. Voilà, c'était en passant. Mais alors, vous m'avez demandé d'aborder le dossier James Kabarebe, le président centrafricain Archange Touadéra, Paul Kagame et cette délégation du ministère de la Défense française au Rwanda où s'est tenue cette rencontre tripartite. Chers auditeurs, Congolaises et Congolais et chers Rwandais voisins, l'heure est grave dans nos pays, l'heure est grave dans la région. Je voudrais ici citer aussi un certain colonel ougandais du nom de Katabazi Emmanuel, qui, 2 semaines ou 3 semaines passées, a lancé aussi de l'alerte. Ce monsieur a renchéri qu'il y a une guerre qui va se lancer au Congo et cette guerre risque de se conclure par la chute de 2 gouvernements dans la région, de 2 chefs d'État dans la région. Sans autant le citer, 2 analystes se sont lancés à la recherche de ces 2 présidents, de ces 2 gouvernements de la région. D'aucuns parlaient alors de Félix Tshisekedi et Museveni. D'autres ont parlé de Félix Tshisekedi et Ndayishimiye du Burundi, mais d'autres ont parlé de M. Museveni et de Paul Kagame. On n'en sait rien jusqu'à présent, mais savoir qu'il y a une guerre qui va se lancer en République démocratique du Congo, ça ne demande plus des analyses, non plus, ça ne demande aucune prophétie. C'est une chose qui se voit à l'œil nu, mais ces révélations de ces colonels ougandais
nul. Donc, vous n'êtes pas sans le savoir que l'Ouganda est un acteur principal dans tout ce qui s'est fait dans la République et dans l'Est du Congo. L'armée ougandaise est là. L'armée, donc, cette armée surnommée Regional Force, la force régionale de l'EAC, s'est vue aussi invitée pour sécuriser cette zone ensanglatée depuis 2 décennies. Malheureusement, cette force régionale a aussi raté à sa mission car biaisée et on l'a trouvé travailler pour l'oppresseur du Congo, donc M. Paul Kagame. Ça, c'était en passant parce que ceci va aussi, n'est-ce pas, coïncider avec tout ce que je vais faire comme analyse sur les démarches qui se font entre Bangui et Kigali. Comme je l'ai dit dans l'introduction, il y a des démarches qui se font entre Bangui et Kigali. Ici, je venais de dire de la visite inédite du général James Kabarebe à Bangui, alors que le président centrafricain, d'une façon simultanée, se rendait aussi à Kigali. Chers auditeurs, nous nous sommes tous demandé, comme vous le demandez en nous écoutant, qu'est-ce que ça signifie? Un général conseiller proche du président Kagame qui se rend à Bangui, la capitale centrafricaine, alors que le président centrafricain, au même moment, prend la direction contraire. Donc, il se rend à Kigali. Et là, à Kigali, il va rencontrer le président rwandais Paul Kagame, mais au même moment, il y a aussi la visite d'une délégation du ministère de la Défense française à Kigali. Nous avons tous suivi depuis des décennies ce qui s'est passé entre Paris et Kigali. Kigali, qui a toujours accusé la France d'une participation, en tout cas, pas subjective, peut-être objective, dans la préparation, même l'exécution du génocide rwandais de 1994. La France de M. Macron aujourd'hui a décidé de s'incliner devant M. Paul Kagame, pas en guise de reconnaissance de ce qui lui est reproché, mais plutôt en guise d'utiliser ce M. Paul Kagame comme leur chien de garde et même chien de chasse. M. Kagame est utilisé désormais par la politique française comme chien de garde des intérêts de la France en République centrafricaine comme au Mozambique, dans la région de comment on l'appelle, Cabo Delgado, là où se trouve l'armée rwandaise qui sécurise l'agence Total, l'agence pétrolière Total à Cabo Delgado. Je pense que je vous invite à nous suivre, chers auditeurs, minutieusement cette analyse. Eh bien donc, il y a aussi ce contingent-là qui se trouve en République centrafricaine, le contingent rwandais qui sécurise les intérêts français à Bangui. Mais de l'autre côté, il y a aussi des soldats russes qui forment, qui entretiennent la formation militaire aux militaires centrafricains. Je sais bien que vous vous demandez déjà comment il se puisse que en République centrafricaine, il y ait des intérêts français, il y ait le contingent rwandais, mais vous comprendrez alors que là où se trouvent les intérêts français, là se trouve aussi
le chien de garde Kagame, le chien de chasse français, dont, en la personne de Kagame. Mais comment ceci va travailler ensemble? Vous savez ce qui se passe aujourd'hui avec le gouvernement Macron, pour ne pas dire de la France, et le Kremlin. Donc, entre Macron et Poutine, en tout cas, il n'y a pas de réseau. Le courant ne passe pas. Il y a deux militaires russes qui forment le militaire centrafricain en République centrafricaine. Il y a Kagame aussi qui garde les intérêts français en République centrafricaine. Il y a James Kabarebe qui est un envoyé spécial de M. Paul Kagame qui part rendre visite à leurs chiens de chasse qui sont là pour garder les intérêts français à Bangui. Et au même moment, il y a M. Touadéra qui part dans le sens inverse, il part à Kigali. Je vais vous en faire une petite analyse. Voilà 3 raisons. La première chose, c'est ce que je venais de vous dire dans quelques minutes de mon exposé, que Kagame travaille aujourd'hui comme un chien de chasse, un chien de garde du gouvernement français. On ne l'utilise pas seulement parce qu'on l'aime ou on aime le Rwandais, mais le Français utilise Kagame tout simplement parce que la France n'a plus de place en Afrique. Vous savez ce qui s'est passé pour la France dans le Sahel. Au Mali, vous avez vécu tout ce qui s'est passé entre la France et le gouvernement malien. Il a été chassé du Mali. Les soldats français ont été chassés du Mali. Et le Malien ont récupéré donc la gestion de l'armée, de la situation sécuritaire à eux-mêmes dans leurs mains. Et voilà que le Mali va beaucoup plus mieux que lorsque les Français étaient là. Mes chers frères, est-ce que ça c'est de l'amour? Si ce n'est pas de l'impérialisme tout fait, mais aussi du néocolonialisme, est-ce que vous êtes sûr que ce Français rwandais vienne mourir en Afrique au compte des Africains, pour l'intérêt des Africains? Ça, c'est que l'amour. Ils sont là tout simplement, c'est pour leurs intérêts. Ce n'est pas pour l'amour des Maliens qu'ils ont été là. Voilà. Kagame est utilisé comme un chien de chasse, un chien de garde comme la France, par la France. Ça, c'est un. De deux, l'armée de Kagame n'est pas à Bangui, n'est pas en République centrafricaine ou à Cabo Delgado pour des raisons sécuritaires. Je venais de le dire, il est là, ou bien cette armée, elle est là, d'abord pour l'intérêt de la France, mais aussi pour des intérêts économiques. L'économie du Rwanda va mal, qu'il n'en a jamais été. Et pour se procurer de petites miettes, Kagame, entre autres, utilise son armée pour gagner de l'argent aux mains des Nations Unies. En collaboration avec les Nations Unies, il envoie l'armée rwandaise dans différents pays parce que c'est financé, bien sûr. Et ceci va contribuer à l'économie rwandaise. Donc, ce n'est pas parce que c'est bien lui qui a l'armée la plus perfectionnée de l'Afrique, et je vais en parler dans le point 3, mais c'est tout simplement parce qu'il en gagne de l'argent. Et ceci est un point qui, aujourd'hui, entre autres, crée des divisions dans l'armée rwandaise. Pourquoi? Il y a de ces soldats-là qui se retrouvent sur le sol congolais. Ils se font tuer, en tout cas abusivement sur le sol congolais, une guerre qui ne porte pas ses raisons d'être. Alors qu'ils perdent leur vie en milliers sur le sol congolais, d'autres sont envoyés en République centrafricaine, au Mozambique, où ils vont gagner de l'argent. Et voilà, ça crée une division au sein de l'armée. Les uns se disent, nous perdons des vies au Congo, en tout cas abusivement et pour rien. D'autres parties sont utilisées pour gagner de l'argent dans d'autres pays, comme la République centrafricaine et au Mozambique, pour ne citer que ces 2 pays. Et bientôt au Bénin.
Mais la raison, la troisième, et c'est là que je vais un peu insister, c'est pour des raisons stratégiques. La guerre que Kagame a lancée dans l'Est de la République démocratique du Congo, qui lui est désormais un grand fardeau, insupportable, laquelle Kagame ne peut plus financer, avec le détournement politique, géostratégique et géopolitique du gouvernement de Félix Tshisekedi, qui désormais a décidé de faire son dos, de tourner son dos vers les Occidentaux, qui ne font que nous endormir avec de belles paroles, hein, de paroles de compassion, avec cette guerre nous imposée par Kagame qui nous a endeuillés depuis des décennies. La République démocratique du Congo qui en a déjà perdu plus de 10 millions de ses fils et filles. Nous sommes exploités stratégiquement, politiquement, économiquement, et j'en passe. Le gouvernement Fachi a désormais décidé de tourner sa face, sa figure, et de tendre sa main vers le BRICS. Vers le BRICS, une chose qui ne devait pas plaire l'OTAN, qui ne devait pas plaire ces Occidentaux ici. Mais revenons un peu en arrière sur ce troisième point que j'exploitais ici, que Kagame se trouve en République centrafricaine et au Mozambique, c'est pour des raisons stratégiques. Comment des raisons stratégiques? Kagame veut se démarquer sur la scène internationale comme un des présidents africains qui dispose d'une armée la plus forte et la plus perfectionnée, n'est-ce pas, capable de ramener la paix dans des pays où il y a des guerres, dans des pays emportés par l'insécurité des années durant. Et il est pour ce faire utilisé, en tout cas abusivement, par les Nations Unies, par l'Union européenne, et on lui finance, oubliant que cette finance-là, le financement que l'on donne à M. Kagame pour entretenir son armée en République centrafricaine comme à Mozambique, c'est ce même financement qui est utilisé pour la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors oui. Là, je vais vous compléter, M. Nyamombeza. Effectivement, il y a 6 mois, à la télévision rwandaise, Paul Kagame, qui s'adressait à toutes les autorités du pays, et aussi, il parlait anglais parce qu'il y avait des responsables ou des représentants d'États étrangers à Kigali, dans cette salle. Il a dit qu'en fait, lorsque l'ONU finance une intervention rwandaise, un contingent rwandais, par exemple, au Soudan, en Centrafrique ou ailleurs, Kagame prend une partie de cet argent destiné au paiement des militaires rwandais et cela sert à financer les opérations de coopération militaire directe. Il l'a expliqué, il a donné l'exemple de la Centrafrique en disant que le contingent de l'ONU stationné en Centrafrique, il servait aussi à financer, à payer la présence du contingent rwandais au titre bilatéral. Donc, en fait, si on suit cette logique, ça veut dire quoi? Vous venez de l'affirmer et vous avez raison. Ce sont les Nations Unies qui financent les interventions rwandaises à gauche et à droite. Croyant soutenir une opération onusienne, mais en fait, c'est la moitié ou plus, parce que quand savons-nous de ce budget va à Kigali et Kagame l'utilise pour ses guerres. Et ça, on ne le dit pas assez. Et je pense que le Congo devrait peut-être commencer à le dire, à le dénoncer. Les Nations Unies financent Kagame dans ses guerres, notamment en RDC et sa présence militaire en Centrafrique et au Mozambique. Si vous voulez, je vais trouver la vidéo correspondante. On ne va pas la discuter aujourd'hui, mais je vais la retrouver et puis on va analyser ça et commenter de notre prochaine émission parce que c'est très important. Qui finance la guerre ou les guerres que Kagame mène en Afrique? C'est l'Union européenne
en ce qui concerne notamment l'aspect formation, parce qu'il paraît que le Rwanda a remplacé la France, notamment pour former l'armée sud-africaine. Et cela est financé par l'Union européenne en Centrafrique. Ce n'est pas moi qui le dis, une fois encore, c'est dans les rapports de l'Union européenne. La même chose au Mozambique. Donc, on peut dire que le Rwanda reçoit un soutien direct de ces puissances-là pour déstabiliser la région. Bien sûr que le Rwanda trouve gain dans la déstabilisation de la région. Vous savez que des années passées, le Rwanda s'est démarqué comme un meilleur pays exportateur de matières premières, pourtant qui ne se trouve pas dans les sous-sols rwandais. Et alors, il a toujours financé tout ce qu'il fait dans son pays, le développement, bon, bien sûr, entre guillemets, du Rwanda actuel est basé en tout cas sur les sons, les sons des Congolais qu'il a fait couler depuis des années. Et d'ailleurs, ici, je voulais aussi faire mention, messieurs l'ambassadeur et chers auditeurs, de monsieur Thierry Mariani. J'ai sa vidéo ici, je pourrais même la montrer ici. Thierry Mariani, ce Français qui est aussi député à l'Union européenne, qui s'en prend au gouvernement Macron, disant que Macron, en tout cas, est un produit qui a été là pour, n'est-ce pas, comment le dire, contribuer à l'éradication du pouvoir français sur le sol africain. Il pointe du doigt Macron que c'est à cause de la mauvaise politique de Macron que la France est désormais malmenée sur le sol africain, et il se demande, est-ce que la France ne reconnaît pas, ne voit pas qu'elle est en train de perdre le terrain congolais? Donc la France est en train de perdre le Congo tout simplement parce que par l'arrogance, à cause de l'arrogance de M. Macron. Thierry Mariani a pointé du doigt la visite de M. Macron à Kinshasa, et alors qu'il s'entretenait avec le président Félix Tshisekedi, c'était une opportunité de pointer du doigt Paul Kagame avec son gouvernement et de lui demander désormais de quitter les sols congolais, de cesser avec la déstabilisation et l'assassinat des Congolais. Thierry Mariani a invité M. Macron de quitter cette fourberie-là qui n'envisage que, n'est-ce pas, de faire un mauvais visage de la politique française sur le sol africain, mais aussi le sol congolais. Ça, c'était en passant que je voulais citer ce diplomate français qui est un député aussi à l'Union européenne. C'est pour dire que la façon de M. Kagame de se démarquer sur la scène internationale comme disposant d'une armée susceptible de ramener la paix là où il n'y en a pas, dans le pays où il y a la guerre, où il y a l'insécurité, parce qu'on lui a utilisé au Darfour, donc au Soudan, il s'est fait utiliser en République centrafricaine, il s'est fait utiliser à Cabo Delgado au Mozambique, mais ça ne tient pas, chers auditeurs. Et bientôt, vous l'avez suivi vous-même, il veut aussi utiliser la même politique au Bénin. Vous avez suivi les paroles qu'il a tenues lors de sa dernière sortie médiatique au Bénin, alors qu'il s'entretenait avec la presse béninoise. Et désormais, donc, il est prêt à déployer ses soldats au Bénin par l'invitation de monsieur, on l'appelle comment le président béninois, c'est Patrick Talon, je crois. Voilà, ouais, par l'invitation du président béninois, monsieur Patrick Talon. Mais désormais, l'opposition béninoise s'est opposée à cet arrangement. Il se demande, est-ce que c'est vraiment l'armée rwandaise qui ne sait même pas comment faire face au djihadisme, donc qui est le mieux disposé
de venir faire face aux attaques djihadistes dans cette région de l'Afrique. L'opposition béninoise s'est soulevée et ils disent que l'armée rwandaise, en tout cas, n'est pas la bienvenue dans leur pays. Mais est-ce que vous savez pourquoi Kagame veut en tout cas envoyer son armée au Bénin? C'est de cette même raison-là que se trouve son armée sur le sol centrafricain. Ce n'est pas pour sécuriser le centrafricain. Ce n'est pas Kagame qui a mis fin à l'acharnement des Séléka et des anti-Séléka en Centrafrique. Ce n'est pas Kagame. Ce sont tout simplement, vous savez qu'avec Bozizé, rien n'allait, alors que les Séléka et les anti-Séléka déchiraient le pays. Kagame s'est trouvé chez lui avec son armée. Mais ce sont les centres africains eux-mêmes qui ont fait tout ce qu'ils devaient faire avec la participation d'autres Africains de bonne foi, pas Kagame qui ne vise que ses intérêts propres à lui, n'est-ce pas? Et chers frères, donc, au Bénin, comme en République centrafricaine, Kagame a promis à M. Touadéra qui veut se maintenir au pouvoir. Touadéra a déjà entamé la procédure et le processus de changer la constitution de son pays, la République centrafricaine, par une voie, en tout cas, entre guillemets, référendaire. Une voie référendaire, mais vous savez qu'avec cette voie référendaire, souvent, dont les politiciens africains font mention quand ils veulent changer leur constitution, c'est une voie qui est bel et bien tronquée avant même le début de ces processus référendaires. Donc, les Centrafricains sont déjà en tout cas conscients que ce processus référendaire exposé par M. Touadéra, par l'assistance de M. Paul Kagame qui est un spécialiste, vous savez que Kagame a déjà changé la constitution du Rwanda, je pense, vous allez me corriger, monsieur l'ambassadeur, mais depuis qu'il est au pouvoir, je pense qu'il a déjà changé la constitution rwandaise, si pas 2 fois, ce serait 3 fois. Et alors, il a promis à monsieur Touadéra, écoutez, moi je sais comment j'ai toujours procédé, viens alors, moi je vais te montrer comment y aller. C'est pourquoi il est en République centrafricaine, c'est pourquoi l'armée rwandaise, c'est une des raisons pour lesquelles, entre autres, l'armée rwandaise est à Bangui. Il s'est préparé le changement de la constitution centrafricaine depuis un certain temps et que ça a été maintenant un grand débat, une grande proposition et, n'est-ce pas, un grand budget politique entre Kagame et Touadéra. Ça, c'est un point que chacun de nos auditeurs devrait comprendre que Kagame veut aider, veut assister à M. Touadéra dans ses démarches de se maintenir au pouvoir de la façon, de cette manière-là que Kagame a toujours emprunté pour se maintenir sur le pouvoir au Rwanda. Kagame ne veut pas partir du pouvoir parce qu'il sait qu'il y a de ces poursuites judiciaires qui vont poser derrière lui. Il est accusé d'avoir, n'est-ce pas, abattu l'avion du président Habyarimana, dans lequel se trouvait le président rwandais Habyarimana, mais le président burundais aussi, mais aussi de pilotes, si pas français, je pense c'est de Belges. Donc, il est accusé d'avoir aussi, d'être le point moteur du génocide de 1994 au Rwanda. Et alors, pour se faire élever, n'est-ce pas, utiliser de cette immunition-là, donc de se maintenir au pouvoir à vie. Et voilà que M. Touadéra veut imiter M. Kagame et Kagame veut utiliser son armée à Bangui pour aider M. Touadéra dans ses démarches de changement de la Constitution, du changement de la Constitution de la République centrafricaine. Voilà pourquoi, voilà, je vais chuter, monsieur l'ambassadeur, chers auditeurs.
Monsieur Kabarebe a été dépêché à Bangui. D'abord, pour essayer de sonder comme son armée est bel et bien divisée à l'intérieur du pays, il est parti sonder l'esprit qui se trouve entre son armée déjà déployée en République centrafricaine. Parce que il serait dingue qu'en tout cas une personnalité du rang de général et conseiller spécial de M. Kagame se rende en République centrafricaine alors que le chef de l'État de la République centrafricaine, lui, se rend dans le sens inverse à Kigali. Ça, c'est un arbre qui cache toute une forêt. Est-ce qu'il est parti travailler? Donc, est-ce qu'il soupçonnait d'un coup d'État qui pourrait s'en suivre et que M. Kagame devait aller en tout cas maintenir la situation avec l'armée rwandaise qui se trouve à Bangui? Voilà une des analyses, une des réflexions, en tout cas, qu'on ne manquerait à exploiter. Parce que c'était une condition sine qua non que M. Touadéra fasse une rencontre tripartite avec Kagame et la délégation du ministère de la Défense à Kigali. Pourquoi c'est seulement le ministère de la Défense qui devait se rendre à Kigali pour rencontrer au même moment M. Kagame et M. Touadéra? C'est en tout cas pour qu'ils discutent de ce processus, de ce manœuvre de changement de la Constitution, parce que la France est persuadée qu'en l'absence de M. Touadéra, qui travaille sous la direction de M. Kagame dans son pays, Kagame qui est aussi le chien de chasse et le chien de garde des intérêts de la France en République centrafricaine, ils doivent désormais travailler ensemble pour trouver la meilleure façon de soutenir M. Touadéra dans ce processus du changement de la Constitution centrafricaine. Voilà un peu de mots ce qui est là. Mais le Sud-Africain, conscient de ces bavures qui peuvent surgir à n'importe quel moment de leur pays et replonger le pays dans le chaos, alors que ce pays, c'est un pays qui a d'ores et déjà vécu des tragédies, en tout cas d'insécurité, un acharnement, en tout cas d'assassinat, avec le gouvernement précédent, avec le Séléka et les anti-Séléka et consorts, les opposants de la République centrafricaine, les dignes fils du pays, ici je vais citer en la personne de monsieur Jean-François Akanji Kombe, qui est aussi le président de la CRT. La CRT, je vais parler ici du Conseil de résistance et de transition. Je vais parler aussi de monsieur Anissé Georges Dolo-Gouélé, qui a aussi travaillé comme Premier ministre du 4 janvier 1999 au 4 avril 2001 comme Premier ministre de la République centrafricaine. Et pour ne citer que ces deux acteurs politiques, se sont soulevés déjà. Ils se sont déjà soulevés et disent non. Ils sont contre le changement donc, de la Constitution, persuadés que ce sont des démarches qui vont encore plonger ce pays dans le chaos, un pays qui désormais, déjà l'ont supposé qu'il tenait ses pieds debout vers une paix quand même un peu durable, parce que nous avons tous suivi tout ce qui s'est passé dans ces pays 10 années passées. On dirait alors qu'il essayait de se tenir debout désormais, mais avec cette comment le dire, cette avarice du glouton politique, cette mignonnie qui existe déjà dans les cœurs de M. Touadéra
et qui est ravitaillé par M. Kagame, le spécialiste de changement de constitution. Mais moi-même en personne, je sais que cette chaîne, La Voix des Grands Lacs, comme la mienne, Ombenya Mohombeza, sont des chaînes en tout cas mieux suivies et qui sont suivies par des acteurs politiques en Afrique comme ailleurs et surtout dans la région. Je profite de cette occasion d'inviter Monsieur le Président, Son Excellence Archange Touadéra, de revenir à sa conscience. Aucun des acteurs politiques n'a jamais travaillé avec Kagame et aboutir au bon fruit. Personne en tout cas n'a jamais fini dans les meilleurs. Ils ont toujours fini dans les pires. Monsieur Touadéra, si vous continuez à fréquenter Kigali, si vous pensez que c'est Kagame qui va vous aider au changement de votre constitution, Monsieur Kagame ne va que vous aider à déstabiliser votre pays pour ses intérêts personnels à lui. Monsieur Kagame ne va que vous aider à endeuiller votre pays qui tendait maintenant au recouvrement de sa paix. Monsieur Touadéra, avec tout le respect que je vous dois, n'endeuillez pas votre pays à nouveau. N'acceptez pas le conseil empoisonné de M. Kagame qui vous montre que vous maintenir au pouvoir serait le meilleur choix au moment où nous sommes. Tous les pays africains, ils se battent pour l'indépendance économique, l'indépendance politique, font face à l'impérialisme et au néopolis, et à la néocolonisation aménagée dans nos pays africains. Et voilà, je vous invite à travailler aussi dans ce sens-là. Après la présidence, il y a toujours une vie. Je vois la vie du président Jakaya Kikwete en Tanzanie. Je vois la vie du président Olusegun Obasanjo du Nigeria, qui est parmi le président par l'élevage et l'agriculture, qui se plaçait parmi les meilleurs présidents, les meilleurs anciens présidents de leur pays, qui se tient bon en tout cas financièrement. Donc, je voulais tout simplement vous dire de marquer une meilleure histoire de votre pays, la République démocratique du Congo, avec toute l'insécurité que ce pays a vécue 10 ans passés. Marquez une meilleure histoire de votre pays en permettant en tout cas, comment le dire, un échange, une passation de pouvoir pacifique entre vous et votre prétendu prédécesseur. Et un successeur, je m'excuse. J'aimerais corriger, vous êtes, votre langue a dû fourcher, hein. Vous avez dit la République démocratique du Congo, je suppose que vous voulez dire la République centrafricaine. Oh là là, oh là là, oh là là. Vous savez, messieurs, ces derniers temps, je suis beaucoup plus emporté par la situation qui... Non, mais ça arrive à tout le monde, hein, ça arrive à tout le monde. Maintenant, avant de chuter définitivement, parce que vous parlez bien sûr de la politique intérieure de la Centrafrique, du Centrafrique, comme on dit, hein, on dit le Centrafrique et la République centrafricaine. J'aimerais parler de cette question, les relations entre Kigali et Bangui, et toutes ces visites, tous ces échanges, Kabarebe à Bangui. J'aimerais vous amener sur le terrain géopolitique en rapport justement avec la République démocratique du Congo. Pour cela, peut-être pour faciliter votre analyse, je vais partager une carte, hein, qui est assez parlante. Je ne sais pas si vous la voyez, la carte. Ah, je vois la carte, bien sûr. Voilà, cette carte
Pour ceux qui ne connaissent pas la situation géographique de toute la région, vous voyez, ça c'est la République centrafricaine qui est située entre le Soudan du Sud, le Congo, je parle des pays qui entourent la RDC, hein, et le Rwanda se trouve là. Le Rwanda passe par-dessus la RDC pour s'installer en République centrafricaine. Tout le monde le sait. Vous avez parlé des relations d'amitié entre Touadéra et Kagame. C'est vrai, si bien même que certains disent, après tout, lorsque Touadéra va à Kigali, il va chez lui, parce que Paul Kagame est devenu son beau-père. Vous ne l'ignorez pas. Il y a une militaire, je pense que c'est une officière rwandaise, hein, qui était dans l'escorte du président Touadéra, qui est devenue sa femme parce qu'ils ont eu un enfant ensemble. Et après la naissance de l'enfant, la femme, la rwandaise, elle est rentrée à Kigali. Elle vit à Kigali, où le président Touadéra lui a construit une maison. C'est très bien. Le Rwanda élargit ses frontières. C'est une bonne chose. Nous avons un beau-fils en Centrafrique. Mais au-delà de ça, on ne peut pas ne pas signaler qu'autour de cette frontière, vous savez qu'entre la RDC et la République centrafricaine, il y a le fleuve Congo. Quand vous êtes à Bas-de-Lité, où j'ai été à plusieurs reprises, vous voyez en face, c'est pas loin. Et il semble que les anciens militaires rwandais stationnés en Centrafrique, lorsqu'ils sont mis à la retraite, prétendument démobilisés, eh bien, ils rentrent en République centrafricaine et s'installent le long du fleuve Congo, où ce pays leur a donné des terres. Mais en réalité, ils s'installent comme des agriculteurs, mais aussi comme des militaires armés, équipés. Et Kagame veille à ça. C'est peut-être pourquoi Kabarebe se trouvait en Centrafrique. Pensez-vous que cette hypothèse puisse être vérifiée? Parce que à côté de la République centrafricaine, il y a le Congo. De la même façon, quelque part ici à Maluku, et en bord du fleuve Congo, le président Sassou Nguesso a donné des terres à des militaires, des anciens militaires rwandais qui se sont installés en face de Maluku et tout le long, pas loin de Kinshasa en tout cas. Là aussi, la société, comment on l'appelle encore, Christoventure, rwandaise, dont le président Kagame est le patron en même temps du conseil d'administration, sa femme fait partie, Kabarebe est membre et tous les autres officiers, eh bien, ils se sont installés en face de Kinshasa. Est-ce que vous ne pensez pas que cela puisse constituer une sorte de contournement? Parce qu'au Soudan du Sud, il y a aussi des militaires rwandais au titre de l'assistance militaire des Nations Unies, bien sûr, ici, et qui sont dirigés discrètement par un certain Jack Nziza. En Ouganda, ne parlons pas, la frontière Bunagana est entre leurs mains. Vous ne croyez pas que le Congo devrait faire plus attention à ses mouvements, à ses frontières? J'imagine, et je ne doute pas d'ailleurs que le gouvernement congolais s'en occupe aujourd'hui. Mais c'est un constat à faire aussi. Pour ceux qui suivent cette carte, enfin, la présentation de cette carte, j'aimerais que vous parliez en quelques mots par rapport à la présence de Kabarebe en Centrafrique, à la présence française au Rwanda et en Centrafrique, parce que en fait, la France a été, j'allais dire, remplacée par Wagner. Mais Wagner, ce n'est pas des Rwandais, ce sont des Russes. Que pensez-vous de cette coexistence et de ce positionnement de l'armée rwandaise à la frontière nord et ouest de la RDC? Alors que la carte est encore là, monsieur l'ambassadeur, en tout cas, je vais d'abord vous remercier de ce matériel didactique que vous venez de nous exhiber ici. Et ça va contribuer à la meilleure compréhension de nos auditeurs. Vous savez, le Rwanda essaie de contourner. Et le Rwanda, donc quand je parle du Rwanda, donc ici je fais nuance au gouvernement de M. Paul Kagame, l'assassin sans frontières.
Nous connaissons au monde d'une organisation appelée Médecins sans frontières qui participe au bien-être de la population mondiale. Mais désormais, nous avons aussi un assassin sans frontières, n'est-ce pas, qui participe à des assassinats, qui organise des assassinats de Rwandais, mais aussi d'autres sujets congolais qui n'embrassent pas la politique d'assassinat, la politique de la politique de vautour. Donc, le vautour, le grand des vautours, Monsieur Paul Kagame qui est désormais reconnu, en tout cas au niveau mondial, comme tel. Et alors, exploitons cette carte. Je veux partir de l'Ouganda. Vous savez, en tout cas, beaucoup d'analystes, les analystes, donc l'Ouganda se trouve là en rouge, là où vous pointez le curseur de votre souris. Beaucoup d'analystes qui exploitent la situation sécuritaire du Rwanda et cette guerre qui nous a été farouchement et lâchement imposée par M. Kagame depuis des décennies. Quand il parle de Kagame, quand il parle de l'insécurité au Congo, c'est comme s'ils oublient de parler de Museveni et de l'Ouganda. D'aucuns savent en tout cas la guerre de 10 jours, cette fameuse guerre-là de 10 jours perpétrée à Kisangani, il y a de cela plus de 10 ans, je crois, entre l'armée rwandaise et l'armée ougandaise. Et d'ailleurs, la République du Congo en avait porté plainte, et une plainte qui s'est conclue par des amendes que l'Ouganda devait payer, des centaines de millions de dollars qui devaient se payer au Congo. Et avec l'arrangement du pouvoir congolais, du gouvernement congolais de l'Ouganda, il s'était décidé, je ne sais pas comment la somme devait être payée en tranches, je ne veux pas y revenir aujourd'hui, rentrons à notre sujet. Donc, l'Ouganda, d'une façon camouflée, directe comme indirecte, et des acteurs comme le Rwanda, de l'insécurité dans l'est de notre pays. Parler de Kagame dans l'instabilité, dans l'insécurité que connaît notre pays, surtout sa zone ou sa région est, et ne pas parler de l'Ouganda, ça signifie tout simplement ne pas maîtriser la situation. Moi, je l'ai toujours évoqué dans toutes mes émissions que je tiens sur ma chaîne. Écoutez, cette énième invasion du soi-disant M23, vous savez qu'en 2012, après la chute de ce fameux M23, de ce fameux mouvement du M23, avant de s'exiler, il s'était scindé en deux groupes. Le groupe de Jean-Marie Runiga qui est parti au Rwanda, mais le groupe aussi de Bertrand Bisimwa, dont Sultani Makenga, s'était dirigé en Ouganda où ils avaient trouvé refuge. Donc, cette dernière invasion qui ensanglante le pays en ce moment, est venue de l'Ouganda. Mais alors, nous assistons maintenant à des déclarations à travers le monde. Qu'est-ce plutôt le Rwanda qui finance, qui arme cette guerre, cette énième guerre qui déchire l'est du Congo? Mais comment se peut-il que les ressources humaines sont venues de l'Ouganda, les ressources militaires et les ressources financières viennent du Rwanda, sont venues de l'Ouganda, donc les ressources humaines, mais les armes, l'argent, le médicament viennent du Rwanda? Comment cela est-il nécessaire s'il n'y a pas de coordination entre l'Ouganda et le Rwanda? Ça, c'était en guise, en tout cas, de faire comprendre aux gens cette situation. Il y a de ces frères-là, youtubeurs, qui font des allusions, des confusions dans les esprits des gens qui disent, mais, excusez, non, ils ne voient pas donc la participation de Museveni dans cette affaire, mais il contribue aussi dans cette barbarie de Museveni et de Kagame.
En tout cas, Makenga et son groupe et ses troupes sont venus de l'Ouganda. L'assistance militaire, l'assistance financière vient du Rwanda. Et cela ne peut pas être possible s'il n'y a pas coordination entre Kigali et Kampala. Nous avons toujours suivi ensemble le tweet du fils de Kagame, Monsieur Kainerugaba Muhoozi. Le fils de Museveni. Ah, sorry, le fils de Museveni. Bon, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai fait de... Parce que Kagame, c'est son tonton, comme il l'appelle. Hein. Oui, oui, c'est son tonton, c'est son oncle. Mais voilà. le fils de Museveni, M. Kainerugaba, a toujours montré en tout cas que c'est une guerre préparée par Kigali et Kampala et ainsi elle est coordonnée par les deux capitales. Mais ceux-là qui font des confusions dans les esprits des gens, qui veulent montrer que c'est seulement l'armée rwandaise qui est sur le sol congolais et ne condamner que Kagame, en tout cas, ça, en tout cas, c'est une confusion délibérée. C'est une confusion délibérée. C'est au vu de chacun. Toute analyse, et ça ne demande même plus aucune analyse pour dire que Kagame et Museveni sont les deux qui déstabilisent l'Est du Congo. Sautons un peu vers le nord, comme vous le disiez. C'est pourquoi je voulais exploiter cette carte alors qu'elle est au vu des gens. Je vais parler un peu du Soudan du Sud. Pour ceux-là qui n'en savent pas, il y a 2 semaines ou 3 semaines passées, alors que c'était une réunion à Luanda, là où il y a eu, la carte, vous la montrez encore là. Ouais. Une réunion où s'est vu inviter le président Félix Tshisekedi et une délégation des ministres, des zones des acteurs politiques congolais. Et alors ici, Monsieur l'ambassadeur, moi je me suis demandé, chers auditeurs, pourquoi le Congo, on veut le considérer comme il s'est dit en Kinyarwanda, ici Nangufi. Hein? Je ne sais pas pourquoi. Ce petit pays, lequel je vis naître sous mes pieds, qui 3 semaines passées, 4 semaines passées, demandait aussi la permission de poursuivre au Congo un groupe de ses ennemis, un groupe de ses rebelles, supposé peut-être un groupe de Riek Machar. Riek Machar qui est aussi un opposant farouche au gouvernement de M. Salva Kiir. Heureusement que Félix Tshisekedi a dit, écoutez, ça devient une bêtise insupportable si vous aussi, alors que vous savez ce qui se passe dans l'Est du Congo, vous voulez nous attaquer aussi par le Nord avec cette supposition qui vous a été proposée par Museveni et Kagame de jouer leur jeu aussi dans le Nord du Congo, que vous faites poursuite à un groupe rebelle sud-soudanais qui a pris fuite vers le Congo. Et voilà, il veut aussi se lancer dans la même démarche. Il veut se lancer aussi dans la même politique pourrie de Museveni qui a fait depuis des années, qui a utilisé, qui a exploité ces mêmes raisons qu'il était à la poursuite de Joseph Kony au Congo, qu'il était aujourd'hui à la poursuite des ADF et de Kagame, de renchérir, qu'il fait suite aussi aux FDLR au Congo. Mais en tout cas, chers auditeurs, moi je l'ai toujours dit et je le brandis encore une fois, avec toute mon énergie, cette politique de venir ensanglanter le Congo à cause de 2 rebelles de leurs pays respectifs doit cesser. Les FDLR doivent se voir invités au Rwanda pour aller régler leurs différends avec Kagame au Rwanda. Génocidaires ou pas, comme le prétend Kagame, on s'en fout nous autres.
Pourquoi c'est le Congo qui doit en payer le pot cassé? Mais les meilleurs génocidaires sont au Rwanda. En l'occurrence, M. Kagame lui-même. Est-ce que ce qu'il fait au Congo n'est pas génocide? En tout cas, l'Ouganda doit inviter ses fils et ses filles qui sont au Congo pour aller régler leurs différends en Ouganda. Revenons maintenant en République centrafricaine, comme c'était notre sujet du jour. Vous savez, en République centrafricaine comme à Brazzaville, nous sommes séparés par le fleuve Congo. Ce qui, en tout cas, est une des premières chances que nous avons. Donc, il est beaucoup plus facile de sécuriser la frontière congolo-centrafricaine et brazzavilloise. Beaucoup plus facile que de sécuriser la frontière ougando-congolaise et rwando-congolaise. Parce qu'il y a des forêts, des grandes forêts d'ailleurs, qui nous séparent entre le Rwanda et entre le Congo et l'Ouganda. Difficile de contrôler, monsieur l'ambassadeur et chers auditeurs. Cependant, Kagame reconnaissant cette situation naturelle, il a trouvé nécessaire de s'installer d'une façon permanente au Congo-Brazza comme en République centrafricaine. Comment ça? Il a utilisé certains de ses acteurs politiques pour acheter des hectares de terre dans ces deux pays respectifs. Il a acheté des terres, en tout cas tout au long de ce fleuve Congo, donc de l'autre rive, quoi, de la rive Congo-Brazzavilloise et de l'autre rive de la République centrafricaine, pour en tout cas s'implanter d'une façon formelle. Et voilà que peut-être le moment arrivé, il va s'en servir. Il va s'en servir et désormais ces gens-là, ils ne seront pas appelés Rwandais cette fois-ci. Kagame dira, écoutez, c'est une rébellion peut-être organisée depuis le Congo-Brazza, c'est une rébellion organisée depuis la République centrafricaine qui n'a rien à faire avec le Rwanda. Voilà, chers auditeurs. Donc, ça, c'est une thèse qui ne demande plus d'analyse. Moi-même, en tout cas, quelqu'un m'a envoyé, je ne sais pas comment on l'appelle en français, mais il m'a envoyé un document qui montre en tout cas l'acquisition de certaines terres qui se trouvent déjà sur de l'autre côté donc du fleuve Congo en République centrafricaine, qui doit être exploité par Kigali, envie d'envahir maintenant le Congo par la République centrafricaine. Parce que, comme je l'ai dit dès le début de cette émission, monsieur l'ambassadeur, cette guerre qui nous a été infligée lâchement par monsieur Kagame dans l'est du pays devient un fardeau insupportable pour lui et il est conscient maintenant de sa perte désormais. C'est une guerre qu'il ne va pas gagner. Et alors, il doit maintenant contourner l'attention des gens. Il cherche à désorienter l'attention des gens, attaquer le Congo maintenant par le nord et l'ouest du Congo. Il veut utiliser M. Touadéra, il veut utiliser M. Sassou Nguesso, parce que vous savez qu'avec la capitale brazzavilloise, c'est la capitale la plus proche en tout cas. On dit toujours que donc Brazzaville et Kinshasa sont les deux capitales les plus proches du monde. Et alors, envahir, lancer des attaques à Kinshasa par Brazzaville, c'est une chose arrangeable, c'est une chose qui peut s'arranger.
Même il y a des Séquinois là qui pensaient que désormais, Kagame aménagerait désormais le conflit qui se trouve entre le Bateke et le Yaka et le Teke, hein, qui se trouve à la porte de Kinshasa. Vous savez tout ce qui se passe à Maluku désormais avec les Mombondo. Les Mombondo qui sécurisent aussi la partie Maluku de Kinshasa. D'aucuns à Kinshasa commencent déjà à soupçonner Kagame d'organiser tout ça. Eh bien, donc, nous n'allons pas nous erroner. Donc, nous sommes toujours dans notre raison de penser que Kagame serait en train d'entretenir d'autres invasions à partir de la République centrafricaine comme du Congo-Brazza. Chers auditeurs, donc vous comprendrez que utiliser cette carte ici devant vous comme didactique en vue de vous expliquer cette situation politique géographique, c'est aussi beaucoup plus fondé, vu la situation actuelle où Kagame ne tient plus avec la guerre qu'il a lancée dans l'Est du Congo. Voilà un peu de mots, comment je pouvais répondre ou bien réagir à votre question, la dernière, monsieur l'ambassadeur. On sait aussi que des espions rwandais ont été arrêtés il y a un peu plus d'1 an, je crois, à la frontière justement, qui prenaient des photos, qui faisaient un travail de prospection. On s'est dit, pourquoi ils ont envoyé une équipe pareille si ce n'est pas pour justement provoquer des problèmes ou des troubles. C'est à l'époque où l'ambassadeur Vincent Karega était toujours à Kinshasa. Et c'est lui qui supervisait ça. D'ailleurs, rappelez-vous, l'ambassadeur de la RDC en Centrafrique avait dénoncé à l'époque des infiltrations à partir de la frontière justement centrafricaine. L'ambassadeur avait dénoncé des infiltrations en RDC. On n'a plus entendu parler de ça, mais ce n'était pas n'importe qui. Il suivait, il avait des services de renseignement et il avait informé son gouvernement et aussi l'opinion publique. Alors, on va peut-être… Mais une petite correction, monsieur l'ambassadeur. Oui. J'ai fait mention du fleuve Congo. Il s'appelle le fleuve Congo, bien sûr, depuis son embouchure, mais aussi il va à l'intérieur du pays, il change de nom. Alors, arrivé vers le nord, où il nous sépare avec la République centrafricaine, il ne porte plus le nom du fleuve Congo, il porte désormais du fleuve de l'Ubangi. Ouais. Voilà une petite correction pour ceux-là qui nous suivent et qui maîtrisent bien la situation géographique du Congo. Je ne voudrais pas le laisser dans cette confusion-là. Tout à fait. Et puis, vous voyez avec la politique de Kagame d'utiliser les Tutsis pour envahir l'Est du Congo, il ne travaille pas pour le bien-être des Tutsis. Il ne vient pas comme les sauveurs des Tutsis. Au contraire, il expose cette souche culturelle hégémonique, mais aussi ethnique, donc un conflit qui sera là de génération en génération, alors que Kagame ne sera plus là. Et alors, j'inviterai ainsi, comme je le fais tous les jours, nos frères Tutsis d'écouter cette saleté de politique de Kagame. Donc, il devait être reconnaissant, il devait être persuadé qu'ils sont en train de jouer un mauvais jeu aujourd'hui qui va en tout cas s'utiliser entre la communauté Tutsi congolaise et d'autres communautés avec lesquelles ils sont censés vivre de génération en génération. Et voilà que le dernier démarche de Kagame au Congo-Brazzaville, ces derniers démarches de Kagame en République centrafricaine vont en tout cas échouer. Ce sont des démarches qui ne vont vouer qu'à l'échec, parce que là, il n'y a pas de Tutsis qu'il va manipuler. Il a essayé de réussir dans l'Est du Congo parce qu'il s'est retrouvé avec cette souche-là, dorénavant qu'il manipule chez lui au Rwanda, et il a trouvé en tout cas nécessaire de continuer la même manipulation hégémonique et ethnique au Congo. Et alors, il faut alors qu'ils prennent conscience, nos frères Tutsis du Congo, qu'ils comprennent que c'est un conflit que Kagame a déjà créé dans les cœurs
d'autres souches ethniques du Congo, censés vivre avec les Tutsis du Congo de génération en génération. Eh bien, comprenez, chers Tutsis, que Makenga ne sera pas là pour toujours. Déjà, Laurent Kunda est sous une résidence surveillée au Rwanda. Jules Mutebutsi a été exécuté. Il y a d'autres de ceux-là des Tutsis qui sont exécutés du jour au jour. Kagame a toujours renchéri venir sécuriser les Tutsis au Congo, mais plutôt il les insécurise d'une façon ou d'une autre, pas même d'une façon ou d'une autre, mais directement. Alors qu'il déclare venir les sécuriser au Congo, il les envoie en exil. Parce que toutefois qu'il a attaqué au Rwanda, il y a toujours des Tutsis qui se sont exilés au Rwanda et arrivés une fois au Rwanda, il les utilise dans ses fins politiques. Et alors, ces réfugiés congolais Tutsis au Rwanda ne sont plus là d'une façon humanitaire. Ils se trouvent dans l'armée dans l'armée rwandaise, ils se trouvent dans la garde présidentielle, ils se trouvent dans la police rwandaise. Et pour votre information, chers auditeurs, vous qui ne nous avez jamais suivis, il y a de cela des années passées, des réfugiés qui se trouvaient dans un camp dans la province de, c'est la province du Sud, je pense, Karongi se trouvait dans la province du Sud, si j'ai bonne mémoire. Donc, l'ancien Kibouye. Là, se trouvait un camp de réfugiés appelé Kiziba. C'est plus à l'ouest, c'est vraiment le centre entre le nord et le sud, mais à l'ouest. Voilà. Donc, c'est sur le lac Kivu, quoi. Tout à fait. Et alors, là, les réfugiés mécontents de la ration qu'ils recevaient maintenant du HR, ils sont sortis du camp et se sont rendus en ville, là où se trouvait le siège du HCR, déclaraient qu'écoutez, avec cette ration ici, nous ne parvenons plus à tenir le début du mois. Et pour ces, accompagnez-nous à la frontière rwando-congolaise et laissez-nous partir mourir dans notre pays au lieu de crever de faim dans ces camps de réfugiés ici. Écoutez, monsieur l'ambassadeur, chers auditeurs, au lieu que Kagame apporte une solution positive à cette demande de réfugiés, on a tiré sur ces réfugiés à bout portant et 18 de ses confrères ont perdu leur vie avant d'en tirer d'autres personnes qui ont été conduites dans la prison rwandaise. Ils sont d'autres à Mageragere, d'autres se trouvent dans la prison même de Karongi. Et alors, chers frères, je voudrais tout simplement porter à votre connaissance que Kagame n'a pas de raison de guerre au Congo si ce n'est pas hégémonique. Il veut remplacer une certaine souche des habitants de l'Est par une souche autre, donc tirée de la population rwandaise. Mais je pense, en tout cas par mes analyses propres à moi, que cette fois-ci, l'invasion du Rwanda par la République centrafricaine, ou bien à partir de la République centrafricaine, ou à partir de la République du Congo, Brazza va vouer à l'échec. Parce que là, il n'y a pas de cet outil-là qu'il va utiliser. Ça, c'est un. Deux, c'est pourquoi il veut, en tout cas, inciter Touadéra à engager un climat de sécurité chez lui pour qu'il en tire d'intérêt et trouver de voies comment entrer au Congo. En passant par la République centrafricaine, si jamais il y a insécurité, il y a guerre, il va en profiter. Mais aussi qu'il y aura la paix en République centrafricaine, il ne pourra pas aménager de tels arrangements. Voilà un peu de mots comment je voulais chuter sur ces points. Merci en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Rappelons aussi que les Centrafricains ou les Congolais de Brazzaville ne sont pas nécessairement tous en faveur de cette sorte d'intrusion rwandaise sur une terre qui n'appartient pas à Paul Kagame ou à Sassou Nguesso ou à Touadéra. Il y a des oppositions locales, des hommes politiques et des femmes politiques congolaises, brazzavilloises et centrafricains qui ne sont pas d'accord.
Et rappelons aussi que malgré la présence de Wagner et du Rwanda en Centrafrique, il y a toujours une certaine rébellion armée, quelque part, qui attend. Et donc, le président Touadéra et le président Sassou Nguesso ont intérêt quand même à éviter de provoquer ou à intervenir dans les affaires intérieures du Congo. J'espère qu'ils n'oseront pas le faire. Sinon, à trop chercher à porter la guerre au Congo, ils risquent de l'avoir chez eux. Un élément qui n'est pas nécessairement bénin, mais c'est vraiment pour rappeler l'histoire des hommes et des femmes de la République centrafricaine. Rappelons quand même que le ministre Jean-Pierre Bemba est originaire du Nord, hein, et qu'il connaît très bien cette zone. Pour y avoir, lorsqu'il était encore chef d'une certaine armée, lui aussi, pour y avoir opéré, y compris à Bangui et dans la zone. Donc, c'est une très bonne chose, je pense, d'avoir un ministre comme celui-là qui a passé quelque temps à combattre le pouvoir en place à Kinshasa, mais dans cette zone précisément, avec tout ce qui a suivi à La Haye, tout ça, mais il en est revenu auréolé de gloire, je pense, et aujourd'hui, il est ministre de la Défense en RDC. Donc, c'est important aussi à souligner, on a l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Absolument, absolument. Et cette politique empoisonnée de M. Kagame teintée de cet esprit d'Ubwenge, en tout cas, il doit savoir que nous autres sommes Congolais qui ont eu cette grâce existentielle, donc de maîtriser la langue rwandaise. Et alors, sur ma chaîne Ombe Nyamuhombeza, je fais de messages directs à Kagame dans sa langue maternelle. Je lui ai toujours dit que nous avons eu la chance, cette grâce divine de maîtriser la langue Kinyarwanda. Dieu savait que nous serions donc, combien nous serions, quel serait notre apport à la situation actuelle entre notre pays et le Rwanda. Donc, nous essayons de sensibiliser nos frères Tutsi comme Banyamulenge de l'Est, de comprendre que la politique Kagame ne travaille pas pour leur intérêt. Sur ma chaîne YouTube Ombe Nyamuhombeza, je sensibilise les gens à une vie communautaire apaisée, une vie communautaire, n'est-ce pas, là où chacun porte sa participation quant à la construction de la paix, une vie communautaire en tout cas partagée, et surtout là où nous devons comprendre cette situation qui nous est abusivement et lâchement imposée par Kagame, Kagame qui vient nous diviser. Alors qu'il est au Rwanda, Kagame renchérit qu'au Rwanda, il n'existe plus d'ethnie. Donc, il n'y a plus de Tutsi, non plus il n'y a pas de Hutu chez lui au Rwanda. Donc, les Tutsi et les Hutus dans la politique du Rwanda n'existent que quand il ramène des Tutsis devant la barre, non pas des Tutsis, des Hutus. Quand il les amène devant la barre, devant la justice et dans ces tribunaux, ils deviennent Hutus parce qu'on doivent, ils doivent les imputer, n'est-ce pas, les charger quoi d'infractions génocidaires, qu'ils ont participé au génocide de 1994, alors ils deviennent Hutus. Et une fois de l'autre côté de la frontière rwando-congolaise, Kagame va encore ramener cette politique fondée sur l'ethnie. Et alors, au Congo, il veut diviser les gens, montrant à la communauté nationale, internationale plutôt, que les Tutsis du Congo sont marginalisés, chose qui n'est pas le cas. Bien sûr, il y a de ces Tutsis-là qui l'ont entendu et qui sont partis au Rwanda et existent au Rwanda désormais. Mais ils ne sont pas nombreux que ceux-là qui sont encore au pays. Ils sont au pays et ce ne sont pas seulement les Tutsis du Congo qui vivent le malheur du Congo, qui vivent le malheur de l'insécurité au Congo. Ici, je vais citer les habitants de Béni qui se font hacher à l'arme blanche chaque jour qui passe.
on les égorge en tout cas, chaque jour qui passe, en dizaines, chaque jour qui passe. Et alors, dire qu'ils font face à une ségrégation quelconque et que c'est ainsi qu'ils doivent porter des armes pour se sécuriser. Est-ce qu'on va demander maintenant à tous les habitants de Béni de porter des armes? Est-ce qu'on va demander aussi aux Téké et aux Yaka de porter des armes contre leur pays? Est-ce qu'on va appeler au Mombondo de porter des armes pour se sécuriser? Mais écoutez que ceci n'est que la politique d'Ubwenge, malheureusement un terme utilisé abusivement par le pouvoir de Kigali parce que Ubwenge en Kinyarwanda ça signifie l'intelligence. Malheureusement, il est utilisé abusivement par Kagame pour parler maintenant comment le dire, du mensonge, hein, pour parler de la mélancolie. Voilà, un peu de mots. Merci. Et on ne va pas se quitter sans faire un peu de pub, hein, parce que nous avons à plusieurs reprises parlé de votre chaîne YouTube, La Voici. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une chaîne partenaire de La Voix des Grands Lacs. Merci de cette projection. Voilà, donc nos deux chaînes sont des chaînes qui se sont données comme mission de parler au nom des Ouazalènes, c'est-à-dire des patriotes de la région des Grands Lacs, pour ramener la paix dans cette région, pour combattre la prédation qui a été apportée, notamment dans le nord Kivu, dans le sud Kivu aussi, et en Ituri, par des pays voisins, téléguidés par ailleurs par des puissances diverses. C'est très important pour ceux qui ne connaissaient pas cette chaîne. La voici, c'est Ombenyamwombeza TV. Vous voyez l'entête, vous voyez sa photo. Ouais. Un beau gars, par ailleurs, hein, vous savez, c'est quelqu'un qui présente bien ses émissions, qui parle quasiment toutes les langues de la région. Nous avons pensé que c'était nécessaire de vous montrer sa chaîne afin que ceux qui le désirent le suivent pratiquement tous les jours, tous les soirs de la semaine. Il est là à parler de la situation, à informer nos auditeurs rwandophones dans le bon sens du terme, hein, pas celui que certains ont voulu apporter. Être rwandophone, ce n'est pas un crime, au contraire, c'est une connaissance que Ombe, en tout cas, Ombenyamwombeza a cru bon de mettre en avant, parce que c'est une langue parlée au Rwanda, au Burundi sans doute aussi, en RDC, toute la frontière, depuis le sud du Congo jusqu'à la frontière avec l'Ouganda. C'est important qu'on puisse créer cette synergie en termes d'information, en termes d'analyse, en termes de combat aussi, parce que nous sommes des combattants en fait. Les Wazalendo qui sont là pour combattre pour la cause de la paix et de la justice en utilisant les moyens que les spécialistes de la technologie moderne ont voulu mettre à notre disposition. Merci à tous ces gens et nous l'utilisons à bon escient. Nous ne sommes pas là pour mentir ou pour mettre les gens en difficulté. Nous utilisons les chaînes, La Voix des Grands Lacs et Ombenyamwombeza pour informer nos populations et pour informer nos gouvernants, à Kinshasa notamment. Si j'ai créé cette chaîne en français, c'est aussi pour que les auditeurs des pays francophones puissent suivre l'actualité de la voix de la région des Grands Lacs. Et merci donc à Ombenyamwombeza pour avoir créé cette chaîne qui, de plus en plus, il y a quelque temps seulement, vous aviez 1000 abonnés. Aujourd'hui, vous êtes à 4200. C'est très important et j'en appelle à plus d'abonnements, bien sûr, chez Ombenyamwombeza, mais aussi à la Voix des Grands Lacs. Merci beaucoup. Je vais vous inviter à clôturer cette émission parce que le temps que nous nous sommes donné est quasiment dépassé. Hein? Voyez le message à qui vous voulez, au gouvernement congolais, à Kinshasa, à vos amis du Kivu, du Rwanda et d'ailleurs. Et bien sûr, comme vous veniez de le dire, j'invite encore mes auditeurs, nos auditeurs ici,
de s'abonner à ma chaîne. Hein. Bien sûr que je me suis fixé cette initiative de lancer, en tout cas dans ces petits moments, beaucoup d'émissions en Kinyarwanda. Comme je venais de le dire, c'était en vue de sensibiliser nos concitoyens, nos confrères de la région, d'abandonner donc la politique désastreuse de M. Kagame, qui n'est basée que sur le tribalisme, qui n'est basée que sur la politique du génocide. Donc, la cohabitation pacifique parmi nous, entre nous, de notre pays, avec d'autres pays voisins. En tout cas, c'est une cohabitation qui est pacifique et qui a intérêt à chacun de nous, où chacun de nous peut tirer ses propres intérêts. Mais aussi, donc sur ma chaîne, bien que ce n'est pas vraiment beaucoup, mais j'ai d'autres émissions en Kiswahili, j'ai d'autres émissions en français, j'ai d'autres émissions en lingala. Et bientôt là, je suis en train de faire une petite étude et voir si je pouvais lancer certaines émissions en Kinyarwanda deux fois par semaine, en français 2 fois par semaine, en lingala et swahili 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. C'est une étude que je suis en train de faire et peut-être que dans peu de temps, je vais en faire une situation bien élaborée. Parce que ça, c'est une chaîne qui ne va pas seulement travailler pour le moment, mais qui va rester là pour toujours, qui va participer, n'est-ce pas, à la construction, à la pacification de notre région. Voilà notre but, le premier quoi. 2, je ne pourrais pas, en tout cas, clore cette émission sans toutefois remercier nos frères résistants Wazalendo. Je suis persuadé que vous nous suivez de partout où vous êtes dans l'Est du pays. Vous faites un travail magnifique, louable. Vous contrez l'avancée de l'armée rwandaise sous le nom du M23. Vous leur infligez des pertes chaque jour qui passe. Nous avons été informés, avec intérêt en tout cas, 2 jours passés que vous avez mis main sur un des officiers rwandais en la personne du colonel et ancien porte-parole de l'armée rwandaise, Monsieur René, c'est René qui encore, Ngenda Himana, je pense. C'est bien ça. Et alors, chers frères Wazalendo, vous êtes dignes fils du pays et nous vous en remercions. J'ai eu l'information à la première minute que j'ai lancée sur ma chaîne, ce qui a plu à presque tous les Congolais, et ceci a défini votre détermination dans les esprits des Congolais que nous sommes, de votre détermination à sécuriser l'Est de notre pays. Donc, chers frères et sœurs Wazalendo, recevez nos félicitations et nous sommes de cœur avec vous. En tout cas, vous avez notre support et nous le ferons de toutes les façons et de tous les moyens à notre disposition. Nous vous suivons de près, nous vous assistons de tous les moyens, faites le boulot comme il se faut et le Congo vous reconnaîtra un jour. Vous en aurez reconnaissance. 2, je voulais en tout cas remercier le président du CRT, Monsieur Jean-François Akanji Kombe, que je salue en passant. Je voulais remercier Monsieur l'ex-premier ministre centrafricain, Anissé Georges Dolo-Gouélé, de cette résistance que vous faites contre Monsieur Paul Kagame qui vient utiliser Touadéra en vue ou en guise d'endeuiller votre pays comme il a endeuillé l'Est de la République démocratique du Congo
qui doit vous servir d'expérience. Cette chimère, cette tragédie que le Congo ont vécu depuis des décennies devrait vous servir d'expérience et dire un non catégorique à M. Kagame de sa politique d'Ubwenge, une politique qui n'est fondée que sur les assassinats et le meurtre. 3. Je voulais encore profiter de cette chaîne, la voix des Grands Lacs, pour inviter l'opposition congolaise. Le temps que nous sommes, ce n'est pas un temps d'organiser des marches qui ne sont pas fondées sur la paix dans la capitale congolaise à Kinshasa. Organiser des marches contre Kagame, contre Museveni et leur M23 dans l'Est. Organiser des marches contre cette supposée force régionale de l'EAC qui travaille sous couvert, qui travaille en connivence avec l'ennemi du Congo qui est le Rwanda et l'Ouganda. Et alors, j'invite la population de l'Est du Congo et beaucoup plus particulièrement la population de l'Ituri, du Sud Kivu comme du Nord Kivu, de rester les yeux ouverts à chaque minute qui passe. Les infiltrations organisées par Paul Kagame, elles sont nombreuses désormais dans les localités du Nord Kivu comme dans la ville de Goma. Dénoncez tout suspect que vous voyez, sans autant s'acharner contre deux personnes, dénoncez auprès de la police la plus proche, dénoncez auprès des FARDC le plus proche, dénoncez auprès des institutions civiles le plus proches. Et enfin, Rwandaises et Rwandais de bon cœur, venez nous joindre. Venez travailler avec nous. Le président Fachi l'a bien dit, nous savons tous et nul ne sans le savoir qu'au Rwanda, vous êtes dans une prison à ciel ouvert. Et le Congo, nous Congolais de bon cœur, sommes prêts à vous aider. Mais venez nous aider d'abord à bouter hors d'état de nuire l'armée rwandaise dans l'est du pays, car la paix du Congo, c'est la paix du Rwanda. La paix de Rutshuru, la paix de Masisi, la paix de Goma, la paix de Bukavu, c'est la paix de Tchangugu, c'est la paix de Bugarama, c'est la paix de Gisenyi, c'est la paix de Ruengeri et pourquoi pas tout le Rwanda. Mais comprenez bien que le gouvernement agonisant de Kagame est sur sa route et sur son déclin, sur le point de son déclin. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Ma chaîne Ombe Nyamuhombeza est là. Abonnez-vous, venez nous joindre et surtout, luttons ensemble. Et alors, je vais finir par le Congo, par dire le Congo ou rien. Que vive le Congo de nos ancêtres, que vive le Congo de Simon Kimbangu, que vive le Congo de Patrice Emery Lumumba, que vive le Congo de Maman Kimpa Vita. Je vous remercie. Eh bien, au nom de tous les auditeurs et de tous les téléspectateurs de la Voix des Grands Lacs, je vous remercie vraiment pour cette contribution à la connaissance de l'actualité et surtout des conséquences de certains faits auxquels on ne fait pas attention, mais qui apportent le malheur et la destruction de nos peuples. Je lance aussi un message de félicitations et d'encouragement à tous nos frères et sœurs, parce qu'il y a beaucoup de sœurs qui sont des Wazalendo, et les Wazalendo sont partout maintenant, au Nord Kivu, mais aussi à Kinshasa et partout ailleurs dans le monde. Ce matin, j'ai regardé une chaîne congolaise qui se trouve, je pense, aux États-Unis, et le patron de cette chaîne se dit Muzalendo. Donc, c'est la marche de la synergie. Et je crois qu'on va y arriver, on va tous finalement avoir son mot à dire et surtout non pas être le bras armé de
la politique du gouvernement congolais, pas du tout. Mais tant que ce gouvernement s'occupe des intérêts du peuple, nous allons y contribuer de manière positive. Et vous avez bien fait de rappeler le discours du président Tshisekedi qui dit que les Rwandais et les Rwandaises, même le Rwanda comme pays, n'ont rien à voir avec cette guerre, que c'est le régime de Paul Kagame qui est en guerre depuis 1990. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon week-end. Merci à vous. On va essayer de mettre une partie de...